Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Bienvenue donc à cette conversation autour de ce petit livre qui s'appelle Wabke, qui est un mot en langue atikamekw qui veut dire demain. Wabke est un recueil collectif de nouvelles d'auteurs autochtones de diverses nations. On est 14 auteurs de plusieurs nations et moi, j'ai eu la chance de diriger le projet. Diriger est un grand mot, ça veut dire que j'en ai eu l'idée, puis après ça, j'ai demandé aux gens d'écrire, puis chacun a écrit son texte, mais j'avais donné aux auteurs chacun une seule directive, c'est qu'il fallait que ce soit soit une dystopie, soit du futurisme autochtone, que ça se passe dans le futur ou de la science-fiction, mais qu'on se projette dans l'avenir. Pourquoi? Bien, pour deux raisons. D'abord, parce que on avait déjà fait en 2016 un recueil qui s'appelait Amun, qui veut dire rassemblement, où là, c'était le premier recueil on était 10 à ce moment-là, auteurs autochtones de fiction. C'est la première fois que ça se faisait au Québec. Puis, on voulait faire quelque chose qui soit différent, qu'on ne se répète pas. Et donc, on a choisi de faire ça avec de l'anticipation parce que c'était dans le contexte actuel où on parle beaucoup des questions autochtones, au plan politique, au plan social. Ça retient quand même l'attention dans l'espace public. On voulait aussi faire quelque chose qui permette aux auteurs de se projeter dans l'avenir puis d'avoir un regard porté par des auteurs autochtones sur à quoi pourrait ressembler le futur. Alors, ça a donné des textes qui sont très variés, certains pessimistes, certains optimistes, et puis aussi un des intérêts, tant qu'à moi, c'est que les styles varient aussi souvent selon la nation d'origine des auteurs, c'est-à-dire que les Wendat n'écrivent pas exactement pareil comme les Inuits, puis ça aussi, c'est le fun parce que ça montre qu'il y a une diversité littéraire dans la littérature autochtone. Alors, on va en parler, si vous le voulez bien, avec trois des autrices qui... c'est pas pour rien qu'il y a trois autrices, c'est que en littérature autochtone, les femmes occupent beaucoup de place, comme dans le reste des sociétés autochtones. Et donc, il y a avec moi Joséphine Bacon, que tout le monde connaît, AKA, la reine des Inuits, comme on l'appelle affectueusement, qui avait participé à Amun et qui a écrit un très beau texte qui clôt le recueil. On a aussi mon amie Isabelle Picard, que vous connaissez sûrement parce que Isabelle, elle avait déjà écrit quelques textes. On l'a lu aussi dans la presse très souvent. C'est quelqu'un qui commentait l'actualité avec finesse puis toujours bon jugement. Puis on a vu souvent aussi à Radio-Canada notamment, où elle est maintenant première responsable... Première conseillère autochtone. Un gros titre, en tout cas. Et J.D. Curtness, que moi j'aime dire J.D. Curtness, parce que je trouve que ça flash, qui est une autrice qui remporte un beau succès avec ses livres aussi. Et donc, qui est Innu, elle aussi, Isabelle et Wendat, donc de Wendake. Puis J.D., elle, est Innu de Machouyas comme moi. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui est assez singulière dans le monde de la littérature autochtone. Elle a vraiment son style à elle. Et puis, si vous lisez Wabke, sa nouvelle est vraiment une de celles aussi qui a été très appréciée. Alors, si vous le voulez bien, on va juste commencer par parler un peu du style on appelle ça le futurisme autochtone. En fait, je vais commencer avec Isabelle parce que moi, quand au début, on me parlait d'écrire un autre collectif, Isabelle puis Louis-Carl Picard, oui, me parlaient tout le temps. On préfère ça avec le futurisme autochtone, avec l'anticipation. Puis moi, au début, j'étais réticent parce que j'en écris pas, puis je me disais, si je fais le projet, je sois capable d'en écrire un. Puis à un moment donné, quand j'ai trouvé mon histoire que je pourrais écrire potentiellement, j'avais comme oublié que Isabelle et Louis-Carl m'avaient parlé de ça, puis je les avais appelés, je disais, hey, j'ai une bonne idée. Hein. On va faire un recueil, ils disaient, check bien ça, regarde, futurisme autochtone, on va se projeter dans l'avenir, ça va marcher. Puis, et Louis-Carl et Isabelle m'ont dit, ouais. Je me suis d'avoir appelé après, hey, tu m'en avais parlé, hein, je pense, un peu. J'avais oublié un peu c'était quoi. Et toi, Isabelle, c'est un genre littéraire qui est pratiqué beaucoup au Canada anglais par les Autochtones, mais que tu connaissais bien. Oui. Tu as quand même un passé et une formation d'anthropologue. Mm-hmm. Qu'est-ce que, selon toi, ça donne comme possibilité
d'écrire dans ce genre-là? Bien, justement, c'est qu'on s'est beaucoup étudié hein, à travers le passé, à travers le mode de vie traditionnel, à travers, comme anthropologue, autant Louis-Carl que tu mentionnais que moi. Puis, à un moment donné, on a envie on s'étudie à partir du présent. Hein, on est en train de se comprendre, on est en train d'investiguer sur qui on est, ce qu'on veut. Nous aussi, on est en train de se guérir aussi. Mais j'avais envie de pousser ça plus loin puis dire, bien, si on veut se comprendre aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait se projeter dans l'avenir puis aller voir qu'est-ce qui va nous arriver comme peuple. Je me questionne beaucoup, évidemment, sur les Premières Nations, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que ça va nous permettre de se projeter, en fait, d'exister demain? C'est cette existence-là même que je vais venir questionner à travers le futur. Puis je trouvais que c'était une façon de faire qui était drôlement intéressante que de pouvoir se projeter. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on se projette à peu près tous à partir du territoire. On l'a dit, on avait une conférence la semaine dernière, nous trois, puis ce terme-là, on dirait que c'est indissociable, finalement, le futur du territoire puis de l'environnement. Donc, on est vraiment dans les questions contemporaines et actuelles. La première personne que j'ai contactée quand on a fait ça, c'était comme se dédouaner, parce que c'était comme un rite de passage. C'était Joséphine, parce que je me suis dit, tiens, on veut que Joséphine soit dans le projet. Puis moi, je dis souvent qu'un collectif comme ça, c'est le principe du traîneau à chien. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont connus, des auteurs qui sont moins connus. T'sais, on en profite pour donner de la place aussi aux jeunes auteurs. T'sais, on a, par exemple, dans celui-là, il y a notamment Janice Ottawa, dont c'était le premier texte. Il y a Katia aussi Bacon, dont c'était un premier texte. Il y a aussi Cindy Wilde, dont c'était aussi un premier texte. Puis tout le temps, c'est comme le traîneau. Alors, tu prends tes gros chiens, tu sais, puis tu les mets en avant, puis eux autres, ils tirent fort, puis tu prends les plus petits chiens, puis tu les mets en arrière, puis tout le monde tire. Puis moi, je suis comme le mocheur, je donne un coup de fouette à tout le monde, puis tout le monde part en courant. Puis nos gros chiens, c'est... Joséphine est un gros chien dans notre traîneau aussi, tu sais, je donne... Puis croyez-moi, c'est vraiment un gros chien qui tire fort aussi, parce que ça fait longtemps aussi qu'elle nous tire tous. Tu sais, quand, par exemple, Isabelle Joséphine a dit... toi, d'ailleurs, tu as écrit un texte optimiste dans ton texte. Oui. Moi, je ne veux pas perdre espoir, jamais. J'ai écrit surtout, tu sais, parce que, tu sais, je voyais, tu sais, que les joueurs de tambour, il y en a de moins en moins. Et puis, tu sais, puis le rêve aussi, tu sais, on n'utilise plus nos rêves comme on les utilisait du temps du nomadisme. Alors, j'ai accentué là-dessus. Alors, pour que les jeunes, si jamais des jeunes Indiens disent le texte, bien, qu'ils se rappellent, tu sais, que le tambour ne peut pas mourir si tu continues à rêver. Alors, c'était ça. Puis ça se passe avec un jeune garçon, tu sais, qui demande conseil à son père sur le tambour. Mais tu vois, mais quand il rêve, tu sais, c'est comme si le rêve revenait quand même. Tu sais, à un moment donné dans ta vie, quand tu as été issu d'un peuple nomade, c'est que, tu sais, le rêve était tellement important autrefois, tu sais, pour les chasseurs. Et puis, tu vois, puis le petit garçon, il commence à rêver lui aussi, mais il se pose des questions sur son rêve. Et c'est pour ça qu'il demande conseil à son père. Puis dans le rêve qu'il fait de son grand-père, il trouve beaucoup d'enseignements dans son rêve. Puis mais c'est son père qui lui explique finalement. Donc, je vois... Moi, je ne veux pas perdre espoir. Pas du tout. Je me dis que... Tu sais, quand tu es né, tu sais, et tes ancêtres, étaient de notre maître, tu vas le rester toute ta vie. Isabelle disait il y a un instant que le territoire était très présent dans les textes, à peu près tout le monde. Toi qui le connais bien quand même, le territoire, pour l'avoir visité, tu parlais de Nutumit, justement, il y a un instant, qui est l'arrière-pays pour les Inuits. Et chaque nation a son territoire, son nom. C'est comment pour les Wendat, d'ailleurs? Niuwensiu. Bon. Mais comment t'expliques, par exemple, que le territoire occupe autant de place dans l'imaginaire des auteurs? Dans l'imaginaire des auteurs, pourquoi il occupe? Parce que moi, je trouve que tu ne sors jamais de notre maître.
sais, même parce qu'on entend toujours parler de notre meurtre, et d'autant plus maintenant que qu'il y a des négociations, des revendications. Tu sais, tu t'entends toujours parler. Puis notre meurtre, tu sais, c'est un mot que tu es impossible de mettre au possessif. Donc, notre meurtre, pour un hommage, tu sais, c'est un endroit où un espace dont il a besoin, parce que notre mère n'a absolument pas besoin de nous, mais nous, on a besoin d'elle, parce que c'est là que tu trouves ton identité, ta culture, puis c'est là que se trouvent aussi tous les rêves, et puis tous les esprits des animaux se trouvent là. Et puis, tu sais, puis dans les rêves que tu fais, se trouve aussi le tambour. Oui. Tu nous parlais du tambour tantôt, parce que les gens ne réalisent pas l'importance que ça a. J.D. Kurtness, tu as écrit 2 romans qui sont très différents. J'avais dit aux gens qui écrivaient dans le collectif, vous écrivez ce que vous voulez, puis tu me demandais, est-ce que je suis obligé d'écrire autochtone? Ah oui, je t'ai demandé ça. Oui. On a parlé de ça, maintenant, tu es obligé? Puis la réponse, c'est non. Bon. Puis ta nouvelle, puis moi, j'adore ça aussi, elle ne parle pas du tout de questions autochtones. Ta nouvelle s'appelle d'ailleurs un nom très autochtone, Les Saucisses. Mm-hmm. Et c'est assez... c'est une écriture froide et c'est un récit, je ne veux pas dire glauque, mais quand même qui donne froid dans le dos quand même, qui raconte un univers, dans le fond, où les gens sont comme connectés à une matrice, tu l'expliquais bien la semaine passée, puis ils vivent dans leur tête. Explique-nous un peu comme... Toi, on parlait du territoire tantôt, mais toi, tu es ailleurs un peu, puis comment tu abordes ça comme auteur inou en bordant? Bien, en fait, ça rejoint vraiment ce que mes collègues racontaient, c'est que moi, j'ai accroché sur le mot dystopie. Donc, je me suis dit... Ça donne bien, c'était ça que c'était le premier critère. Ben voilà, fait que je me suis dit, je vais y en faire une dystopie, je vais écrire quelque chose de vraiment, vraiment noir. Puis en même temps, je me suis dit, c'est quoi la pire chose pour moi, ou même à la limite, pour beaucoup de gens, dont les Premières Nations, c'est la déconnexion avec le territoire. Donc, en choisissant volontairement si on veut, de vivre dans un monde numérique ou virtuel perpétuellement, 24 heures sur 24, il y a cette espèce de violence de déconnexion avec le territoire. Puis, qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir vivre dans ce monde imaginaire-là, ce monde Ça veut dire que j'ai pas catché qu'il y avait une connexion avec la déconnexion du territoire, là? Hey, j'adore ça, j'aime ça. Vas-y, continue. Je l'aurais pas phrasé comme ça. Tu peux le dire, continue. Mais en fait, c'est... j'aime ça. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle autochtone? On peut Oui. se poser ça comme question aussi. Est-ce que c'est pas autochtone parce que j'aborde pas, disons, l'identité autochtone dans la nouvelle, mais en même temps, c'est des préoccupations qui rejoignent les Premières Nations, mais qui rejoignent aussi, je pense, un peu tout le monde. Et quand je dis ça, j'offre mon visage en ballon de plage pour lequel tu peux te donner un coup de pied. Parce que je pense pas qu'on est obligé d'écrire, moi aussi, toujours autochtone. J'ai pas écrit que ça. Puis d'ailleurs, il me semble que c'est sain aussi. Toi, Isabelle, tu penses la même chose aussi, cette question-là. C'est sain qu'on n'écrive pas que sur les questions autochtones, parce qu'on est des citoyens aussi. Là. Ben oui, puis reste que ma lunette, peu importe sur... Moi, je fais beaucoup de chroniques. J'en faisais beaucoup à la radio, entre autres. Puis, à un moment donné, quand il y a une émission de radio qui m'a invitée pour faire une chronique des revues culturelles ou scientifiques, Catherine Perrin, mais j'avais pas... C'est la première fois qu'on m'invitait pour parler sur un sujet qui n'était pas autochtone. Et j'ai accepté avec joie parce que ma lunette va toujours être celle d'une femme autochtone. Mais j'ai un regard très contemporain sur des sujets très variés. Puis j'aime ça aussi, à travers ça, pouvoir m'exprimer d'une façon différente que dans un cadre uniquement autochtone. Ça fait beaucoup de bien. On vit à l'extérieur de ça aussi. On n'est pas qu'autochtone. Ouais. Mais J.D., dans ta nouvelle, moi, une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est le style littéraire, là, la façon dont tu écris. Puis si vous lisez sa nouvelle, là, je veux dire, tu lis, puis à un moment donné, ça sent le formol dans la cuisine, il me semble. Tu sais, ça sent le formol. Puis là, tu as l'impression que quelqu'un qui a échappé une cuisse de poulet par terre sur le parquet, tu entends des flaques comme ça. Ouais. Puis comment tu écris pour arriver à faire à lectrice ou au lecteur ressentir ces affaires-là? Bien, je pense que
À la base, personnellement, je suis quelqu'un qui est très sensible aux odeurs. Ça paraît bizarre, mais... Donc, j'ai pogné celle-là, au moins. J'ai comme un... Oui, bravo. Bon, merci, Sky. Donc, j'ai l'impression que pour moi, le monde est rempli d'odeurs. Puis en parler, ça vient naturellement parce que la réalité, c'est tellement présent dans le réel pour moi que quand je décris quelque chose, les odeurs font partie de cette description-là. C'est aussi important que la couleur du mur ou le temps qu'il fait ou de quoi ont l'air les personnages. Donc, c'est de là que ça vient. Puis aussi que j'aime bien, faire frétiller mes lecteurs. Tu sais, j'aime ça les mettre mal à l'aise. Donc, j'aime ça, tu sais, pousser sur le piton du désagréable un peu pour les faire réagir. Le piton du désagréable. Ouais. Je retiens celle-là, c'est bon. Fait que, ouais, d'habitude, j'essaie de récupérer ça avec un peu de lumière, un peu de beauté. Mais je vais avouer que dans les saucisses, j'ai éteint cette lumière-là. Tu l'as laissé dans le frigidaire fermé. Oui, exactement. J'ai fermé la porte du frigo. Ouais. Mais en même temps, oui, il y a les odeurs, mais il y a beaucoup d'ambiance, de climat, de non-dit, de tout ça. Tu joues quand même au plan littéraire avec ça beaucoup, quand même. Oui, parce que... C'est pas évident à faire, honnêtement, je veux te dire. Bien, c'est ça. Ben, j'ai de la misère à répondre à ça, parce que pour moi, ça fait partie de ce que j'essaie de faire, dans le sens que je me suis souvent fait dire que je synthétisais presque trop dans ce que j'écrivais. Fait que maintenant, j'essaie d'être plus généreuse comme autrice, c'est-à-dire de justement étoffer mes descriptions, de vraiment décrire ce que je vois dans ma tête, de donner le plus possible d'éléments au lecteur pour qu'il se projette à la même place que moi. Donc, c'est comme ça que je l'appréhende, si on veut. Ça marche, en tout cas. Ouais, ça marche. Bon, on appelle ça le talent, en passant. Ah. C'est comme ça. Mais, Joséphine, toi, il y a quelque chose de la conteur dans ta nouvelle aussi. Il y a quoi? Quelque chose du conteur, tu sais, de quelqu'un qui raconte. Ouais, c'est sûr, je suis issue d'un peuple d'oralité. Ouais. Donc, dans les années où je travaillais beaucoup avec les aînés, quand je leur posais une question, ils me répondaient par un récit. Donc, ils ont déteint peut-être un peu sur moi. OK. Alors... ils répondaient par un récit. Oui, je leur posais une question, par exemple, sur des choses que je ne connaissais pas beaucoup. Alors, pour répondre à ma question, ils me racontaient un récit ancien ou un récit qui ressemblait à la question que je leur demandais. Alors, puis je crois que je les ai tellement écoutés, tellement enregistrés et tellement traduits que je me suis retrouvée à être comme eux. Et puis, je pense que c'est comme ça que je dois être, parce que c'est eux qui me l'ont enseigné. C'est la tradition orale qui s'est rendue à toi aussi par la la tradition orale, peut-être que j'écris maintenant. C'est comme des fois, j'avais rencontré un écrivain une fois de mémoire d'Encrier, tu sais, qui avait son livre, au moins, il devait avoir 400 quelques pages. Mais j'ai dit, où c'est que tu trouves tous ces mots? Tu sais, j'ai dit, moi, je ne pourrais jamais écrire autant de mots. Tu sais, pour moi, ça devenait de l'écriture. Mais tu vois, mais quand je raconte des mythes fondateurs, je suis là pendant 1 heure de temps et plus à raconter. Alors, tu sais, c'est là que je comprends que je suis vraiment de tradition orale et qu'il y a des gens qui, eux, sont de tradition, tu sais, depuis des lunes d'écriture. Mais je ne suis pas rendue là encore, alors je raconte. Puis comment tu trouves la transition de la tradition orale à l'écrit, d'abord par la poésie, là, puis tes recueils qui sont magnifiques. Amoun, c'était ton premier texte, je pense. Mon Dieu, Amoun, je m'excuse. Je ne sais pas combien de fois vous m'avez téléphoné pour... Est-ce que ça s'en vient? Puis je l'avais écrit une soirée, puis je vous l'avais envoyé. Mais Joséphine, je ne veux pas te faire de peine ou te rassurer, mais tu n'étais pas la seule. Okay. Je peux te dire qu'avec Wabke, le concept de Indian Time, la paix, c'était Katia Bacon. À un moment donné, il fallait remettre les textes quelque part à l'automne, tu me souviens bien? Là, on était rendu en février. Ah non. Puis là, je disais à Katia, vraiment, le lundi, si on ne l'a pas,
Non, mais tu m'avais dit que le deadline, c'était... Katia, le deadline, c'était l'année passée. Chris, on est rendu l'année suivante, à un moment donné. Fait que t'étais pas si mal. Mais donc, puis toi qui regardes ça d'un... Tu sais, parmi nous, tu es celle qui a la meilleure connaissance, si on veut, justement, de la culture, puis de par ton passé, tout ça. Quand tu regardes l'écriture, mettons, tu vois les Isabelle Picard, les JD qui écrivent, les autres aussi qui sont dans... qu'il y a de nouvelles manières de raconter des histoires. Quel regard tu portes là-dessus? Mais quand je regarde, tu sais, moi, je suis quand même rendue déjà à un âge où, tu sais, quand j'étais enfant, tu sais, les Inuits étaient encore nomades. Tu sais, j'ai dû apprendre le français tranquillement, pas vite. Et comme, tu vois, j'étais dans un pensionnat indien où ça parlait Innu. Alors, je parlais français qu'en classe. Puis quand je suis partie du pensionnat à Québec, bien, j'étais encore avec des Inuits. Alors, je parlais juste français. Quand j'étais obligée à Ottawa, ça a été pareil. C'est une fois rendue à Montréal, où j'étais plus avec les Inuits, que j'ai dû faire des efforts, tu sais, pour parler dans la langue que j'avais appris. Alors, tu sais, donc, quand j'écoute, par exemple, Natacha Fontaine, Naomi, tu sais, je les écoute quand ils sont invités dans, tu sais, à la télévision, à la radio. Tu sais, je suis toujours épatée, tu sais, du vocabulaire qu'ils ont. Puis, tu sais, puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé à parler mieux le français, je notais les nouveaux mots que j'entendais, puis j'allais fouiller dans le dictionnaire. Je le fais encore. Et puis, j'attendais juste le moment où je trouverais, tu sais, une façon de le dire à quelqu'un, tu sais. Mais ça a été ça. Donc, le français, pour moi, parce qu'aujourd'hui, les jeunes Inuits, même s'ils parlent encore leur langue, ils sont petits quand ils entendent parler de français. Il y a la télévision, tu as les réseaux sociaux, tu as tout. Tu sais, ils l'entendent très, très jeune, le français. Nous, on ne l'avait jamais entendu, la langue française, parce que nos parents, tu sais, quand ils descendaient à la côte, c'est eux qui allaient chez les marchands de fourrure ou s'approvisionner. Donc, quand on est arrivé au pensionnat, c'était une langue complètement inconnue pour nous. Et comme on était entre nous, fait que c'était juste une langue, tu sais, qui appartenait à la classe. Mais pas quelque chose qu'on sentait qui était essentiel pour notre survie. Tu vois tous ces auteurs maintenant, jeunes, tout ça, qui écrivent en français avec... Je trouve, tu sais, moi, quand je lis Natacha, quand je lis Naomi, tu sais, je me pose la même question que quand je lis des auteurs, tu sais, toujours à me demander, tu sais, comment peut-on avoir autant de connaissances avec des mots? Ben là, t'es modeste, là. Moi, j'écris des mots simples. Ouais. Ils sont jamais compliqués, mes mots. Tu sais, il y a des fois, j'écoute, tu sais, quand je les entends dire, tu sais, je sais pas où c'est qu'ils ont appris ça. J'ai dit, tu sais, moi, il faut encore que je fouille dans le dictionnaire. Et puis, c'est pour ça que j'aime pas être interviewé ou faire des causeries ou passer à la télé. C'est pas mon truc. J'ai des nouvelles pour toi. C'est pas mal ton truc, Joséphine. Regarde, le monde écoute, là. Boive tes paroles. Non. Hein? Ouais. Toi, Isabelle, Joséphine, elle nous raconte son passé, le pensionnat, le territoire, Nutsimit, tout ça. Tu sais, Wanda, tu viens de Wendake, c'est une autre réalité. Tu as un passé quand même de quelqu'un qui a un background universitaire, qui a fait des études supérieures par la suite. Même si tu as grandi dans une communauté autochtone aussi, donc tu as comme les deux réalités. En quoi écrire, puis je reviens à ta nouvelle, où tu décris un monde, dans le fond, où les solutions viennent vers les Autochtones, ce qui n'arrive pas souvent, on va se le dire, dans la vie. D'habitude, il y a des problèmes qui viennent dans l'esprit des gens, en tout cas. Mais comment la littérature, pour quelqu'un qui, avec ton background, tu sais, est personnel et professionnel, comment c'est un outil, c'est quelque chose que tu peux utiliser pour faire
passer les choses, progresser les choses? Oui, bien c'est ça, c'est un outil de communication, en fait, pour moi. C'est que, oui, j'ai grandi dans une communauté, mais tu sais, mon père, on avait un chalet dans le bois, pas d'électricité, pas, pas de Wi-Fi. Bien évidemment, quand j'étais plus jeune, il n'y en avait pas anyway, mais je veux dire, il y a quand même ça aussi à Wendake. Puis il y a quand même, moi, ce souci-là de sauvegarde, de transmission des cultures, de ce que j'en connais, des langues. Tu sais, dans mon livre Niche, j'ai écrit un roman jeunesse. Ça se passe à Matimécoche, puis les enfants sont moitié Wendat, moitié Innu. Bien, moi, évidemment, je ne pouvais pas faire un roman en Innu parce que, un, je ne le parle pas, puis deux, personne n'aurait compris. Mais j'ai fait exprès pour insérer des phrases, tu sais, tout au long, puis là, il y a une traduction dans le bas. Pour moi, ça, c'est essentiel. Je veux que les gens, les Autochtones, se reconnaissent aussi dans les livres. Fait que c'est un outil, je dirais, de communication pour expliquer des réalités qui sont encore peut-être moins connues avec les Allochtones, mais c'est une espèce de formule, c'est une espèce d'hommage, en tout cas, c'est ce que j'essaie, une formule de reconnaissance pour que les gens, les Autochtones, les enfants ou autres, puissent aussi être fiers puis se reconnaître, dire « Hey, c'est quoi? Moi, là, ma vie, là, la façon dont je suis, ma culture, même si elle n'est pas parfaite, même si je me cherche, même s'il y a eu les pensionnats, puis il y a eu ci, il y a eu ça, ça vaut la peine d'être raconté. » Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire. Parce que l'identité autochtone, ça a été quelque chose il y a longtemps. C'est encore la même chose tout en étant différent aujourd'hui aussi. Ben oui. Tu sais, je veux dire, ça a évolué avec le temps. Ça a changé, mais je veux dire, on est autochtone comme, évidemment, les Québécois aujourd'hui, c'est plus les Français qui sont arrivés ici en 1500 quelque. Là, je veux dire, on s'entend, les choses ont changé, on a évolué. On est aujourd'hui, je pense, pas juste une seule culture comme autochtone. On est plusieurs cultures différentes, des cultures autochtones d'abord, mais on est ouvert aussi. Moi, je suis à moitié québécoise. Il y a ça aussi. Ça teinte nos vies, évidemment. On vit dans une société qui est plus grande que la nôtre. Donc, ça se ressent, je pense, dans qui on est, dans notre identité, puis forcément dans notre écriture. Et toi, JD, qui écrit pas nécessairement sur des sujets toujours autochtones, qui revendique le droit d'écrire ce que tu as envie d'écrire, peu importe. De quelle façon ça influence quand même? Et où est-ce que ça influence d'une manière ou d'une autre ce que tu écris ou pas? Bien, je me le demande. Je ne sais même pas si j'ai la réponse à ça. Probablement de manière inconsciente, peut-être, par osmose. C'est sûr que j'ai une sensibilité à tout ce qui est identité autochtone. Ça me préoccupe personnellement. Mais en même temps, est-ce que ça me préoccupe de manière romanesque ou dans mes schémas narratifs? Peut-être moins. T'sais. Mais peut-être que la manière que j'écris, il y a une certaine transmission malgré tout. Mais c'est pas un effort conscient de transmettre quelque chose de la culture autochtone dans ce que j'écris. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins noble comment je travaille. Non. Non, ben, dans le sens où il n'y a pas de projet social derrière ce que je fais. Moi, c'est purement, j'allais dire purement artistique, mais c'est purement une quête narrative de raconter une bonne histoire. Mais tu sais, on soulève la question de l'écriture. Puis un jour, récemment, je parlais avec une journaliste, puis elle me parlait de l'écriture des auteurs Innu. Puis qui me disait qu'il y avait comme une manière d'écrire des auteurs Innu. Elle me parlait des Innu, là, mais ça comprend les auteurs autochtones en général, je pense. Trouves-tu qu'il y a une... Tu me disais, par exemple, toi, Joséphine, il n'y a pas beaucoup de mots dans ce que j'utilise, parce que j'utilisais pas beaucoup de mots. Mais dirais-tu qu'il y a une manière, il y a un style d'écriture autochtone, à ton avis? Seigneur, quelle question. Ah, question piège. Ah ouais, question ça va te faire aimer les rencontres en public comme ça. Non, mais est-ce que tu fais que... En fait, la question, si je la pose autrement, c'est... Est-ce que ça fait, dans ton cas d'être Innu, ça influence la façon dont tu écris? C'est parce que moi, je commence toujours en Innu à écrire. C'est comparativement peut-être à beaucoup d'autres. Ben, Innu, de toute façon, c'est en Innu, c'est autochtone finalement. Toi, tu écris d'abord en Innu, puis tu traduis en français ensuite. Qui sont nés ici, là, qui appartiennent à notre maître. Mais je trouve, aujourd'hui, le français est rendu pas envahissant, mais il est très omniprésent dans toutes les communautés. C'est dominant. Et puis, puis moi,
moi, c'était l'Inuit qui était dominante toute ma vie. Alors, pour moi, c'est normal que ce soit plus facile pour moi d'écrire d'abord en Inuit, puis après ça, de regarder ce que j'ai écrit, puis d'aller chercher l'âme de l'Inuit, puis de transposer dans la langue de l'autre. Donc, puis les jeunes aujourd'hui, ils parlent français déjà depuis tout petit, donc je sais pas, on a cette façon de toujours retourner quand même, à l'essentiel qui sont les éléments. Puis je pense que toi, Inno, Wendat, qui m'a, quoi, tu vas toujours aller chercher, on va toujours puiser, dans notre français ou notre écriture avec la terre. Parce que c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans ta vie, c'est la terre. Parce que s'il n'y avait pas la terre, ben, on n'existerait pas. Donc, c'est ça, je pense, qui est l'essentiel de l'écriture, de ce qu'on appelle, de ce que on dit des Autochtones. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, Autochtone. Mais moi, je pense, ils s'en vont chercher, souvent on va chercher, c'est la terre qui nous inspire. Parce que c'est là où se trouvent les mots, c'est là où se trouve la poésie aussi, c'est là où se trouvent les récits, et c'est là où se trouve aussi notre histoire, avec les os des animaux, et des arbres qui nous parlent si on sait écouter. Ouais, toi, tu parles comme un poème quand même, là, Joséphine. Là, quand même, on va se le dire. Là. Je t'écoute parler, puis je vois le texte. Mais je la pose à vous deux. Moi, on m'a déjà dit souvent, quand dans mes romans, on m'a souvent posé la question, tu sais, on me parlait, puis je disais souvent que j'écrivais de façon simple. Mettons, ça dépend des livres, là, mais tu sais, j'écris Cocum. J'expliquais que je ne peux pas faire parler, mettons, Thomas Siméon comme si c'était Verlaine, tu sais, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas le même langage. Fait que donc, ça influe la façon dont on écrit. Et comme Joséphine disait, tu disais ça un peu tantôt, c'est quand on écrit moins de mots, il faut que chaque mot en dise beaucoup. Oui. À ce moment-là. Hein? Mais est-ce que vous avez l'impression que... Toi, j'ai dit, ça va être autre chose. Si tu es moins... Dans ton histoire, tu as moins la question autochtone. Je vais te la poser quand même après. Isabelle, toi d'abord. Est-ce que le fait d'être autochtone, ça change la façon dont tu écris? Ou est-ce que non? C'est dur à dire, parce que je ne sais pas ce que c'est que de ne pas être autochtone. C'est un peu niaiseux comme réponse, là, mais c'est une réponse honnête. Mais c'est sûr que d'avoir grandi dans une communauté avec tout ce que ça veut dire, même si elle est urbaine, il y a quand même ce lien à la terre, au territoire dont parle Joséphine. Même quand tu es dans une communauté urbaine, même quand tu es hors, je pense que pour les Autochtones, il y a quand même quelque chose là. Moi, Joséphine, ce que j'ai envie de rajouter à ce qu'elle dit, c'est que c'est dans le territoire qu'on retrouve l'inspiration. Moi, c'est là que je peux pleinement respirer, me déposer. Quand j'ai envie d'écrire, puis j'ai un syndrome de page blanche, bien, je m'en vais prendre une marche dans la forêt. Puis honnêtement, ça fait toute la différence. Donc, j'imagine que ça, puis c'est vrai ce que je dis là, tu sais, quand j'étais petite, on allait faire de la raquette en arrière dans le bois. Il y en avait encore à Wendake du bois. Il y en avait encore une forêt en arrière. Fait que j'imagine que de grandir dans un environnement comme celui-là, puis avec tout ce que ça veut dire d'être autochtone en termes de... Moi, ça me parle beaucoup d'injustice sociale. Tout ça, il y a aussi beaucoup de ça dans mes textes. C'est sûr que je fais une écriture plutôt engagée. Bien, c'est sûr que ça va venir teinter tout ce que je fais, puis mon écriture, dans mon cas à moi. Mais je pense qu'on n'est pas juste Innu, Wendat ou autochtones. On est aussi des individus. On va avoir des champs d'intérêt comme la démarche est tout à fait valable, la démarche de Julie aussi, tu sais, qui est peut-être moins engagée, mais qui est artistique, qui permet de s'exprimer d'une autre façon. Je pense que l'écriture nous permet de nous exprimer, puis c'est beau qu'on s'exprime, pas nécessairement de façon engagée, mais juste s'exprimer comme individu, c'est déjà une grande chance. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Bien, moi, j'ai beaucoup de misère avec l'espèce d'image de dualité, par exemple,
être moitié autochtone, moitié québécoise. C'est pas comme ça que je le perçois, c'est plus comme un blender, tu sais. Ça me surprend, ça. Ça me surprend qu'il voit ça comme un blender. Là. Je suis comme un smoothie identitaire, tu sais. Donc, c'est bien difficile après. Mais comme le dit Isabelle, tu sais, je ne suis que moi, donc je sais pas c'est quoi écrire quand je suis pas moi. Donc, ouais, tu sais, c'est... Puis en même temps, le territoire, ça nous touche tous. Mais en même temps, oui, les Autochtones, mais je pense que ça touche aussi... Tout le monde. Le reste de la société. Aussi. Parce que, tu sais, les gens, quand ils ont besoin de se ressourcer, comme dit Isabelle, ils vont se promener dans le bois, tu sais, ils vont pas faire le tour d'un viaduc. Là. Donc, c'est clair que ça... C'est important, je pense, pour tout le monde, cette espèce de violence, de déconnexion par rapport au territoire. Je pense qu'on le ressent tous plus ou moins. Puis moi, c'est un thème que j'exploite beaucoup dans ce que je fais, tu sais, l'espèce de beauté qui existe, qu'on ignore, puis qu'on arrache tout, puis qu'on coule une dalle de béton. On a cette espèce d'habitude culturelle-là en Occident. Donc, moi, c'est ça que je dénonce. Mais en même temps, est-ce que c'est parce que je suis autochtone que je m'intéresse à ça? Je le sais pas. Puis en fait, moi, je suis contente. Moi, ma job, c'est d'écrire. C'est pas d'analyser ce que je fais. T'sais. Là, on le fait parce que, bon, c'est ça l'exercice. Mais en général, je me tiens loin des analyses puis des interprétations de mes propres textes. Mais tu ne dirais pas que la notion... Tu sais, tu dis, ouais, tout le monde... Mais que la notion de rapport au territoire, c'est pas me semble que beaucoup d'Autochtones se définissent par rapport au territoire. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des Québécois. C'est-à-dire que pour un Québécois, en général, tu sais, avoir un chalet dans le bois, tu sais, c'est le fun, mais les Autochtones ne vont pas définir le territoire comme un endroit où ils ont un chalet. Oui, bien, il n'y a pas toute l'espèce de notion de propriété privée. Tu sais, c'est beaucoup plus fluide et organique, la relation avec le territoire. Peut-être qu'elle a la différence. J'ai pas eu de la misère à catégoriser le ressenti des gens par rapport à ça. Je me sens même pas à l'aise de me prononcer là-dessus. Tu go with the flow. Oui, exactement, c'est ça. Je te comprends, moi aussi, je remarque que je suis un peu comme ça, personnellement. Bon, dans Wabkeh, vous avez chacun écrit des textes qui sont tous très différents, qui sont tous beaux et qui nous remuent. L'objectif d'un recueil comme ça, c'est pour reprendre ton idée du blender, tu sais. C'est de mettre tous les auteurs dans le blender, puis il sort de là un livre qui est commun, mais on ne met pas trop blender, il reste encore comme des grumeaux au travers pour qu'on connaisse chacun. Puis après ça, c'est lancé. Le livre va bien, le livre est réimprimé, le livre est lu. Il y a plein de gens qui en ont parlé. En tout cas, moi, j'en entends souvent parler, puis on réimprime. Puis après ça, on est tous ensemble là-dedans, puis on repart chacun de notre côté pour continuer nos chemins respectifs. Puis tout le monde ici a des livres. En terminant, j'aimerais juste savoir... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Joséphine? Puis comment tu vois, toi, la suite des choses de ta carrière littéraire? Tu sais, on t'a connu comme une poète qui a touché beaucoup les gens. Je vais poser ma question longtemps, ça va te laisser le temps d'y penser. Elle regarde avec des yeux qui lancent des haches, des tomates. mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on t'a connu à travers ta poésie, puis je me souviens t'avoir entendu dire une fois que... Avec Laure Morali, je pense. Oui. Qu'à un moment donné, tu écrivais des pensées ou des phrases, tu mettais ça dans un tapon de papier, puis qu'à un moment donné, tu avais comme un tapon de papier, puis que Laure Morali, elle a pris le tapon, puis elle a regardé ça. Bien, peut-être qu'on pourrait faire un livre. Oui, elle m'a dit ça peut faire un recueil. Puis c'est comme ça que tu as commencé. Fait qu'on est parti de ton tapon de pensée que tu mettais dans ton chose à des recueils qui sont appréciés, puis les gens t'aiment en Europe, etc. J'en ai un que j'ai retrouvé, un autre tapon, là, l'autre jour, puis j'ai dit peut-être. Tu sais, j'ai dit c'est un recueil qui va naître. Mais tu te vois encore à travers la littérature quand tu l'écris. Moi, je veux dire, la poésie. La poésie. Je me vois pas. C'est quelque chose que je ne pense jamais, tu sais, je me vois pas dans la littérature, je me vois pas nulle part, mais je me vois par contre, tu sais, je me vois aujourd'hui. Aujourd'hui est important pour moi. Parce que je ne veux pas me poser des questions pour demain, mais je veux garder de l'espoir pour demain. C'est tout. Mais, tu sais, de me dire, là, tu sais, je vais écrire un recueil. C'est une question que je me pose jamais, tu sais, mais je sais que, tu
sais, à des moments de ma vie, tu sais, des mots viennent. Et puis je les écris, et puis ils traînent quelque part. Es-tu surprise de voir, par exemple, qu'en Europe, chez moi, j'étais en Europe récemment, puis les gens me parlent de Joséphine Bacon. Quand ils disent, Joséphine Bacon, je suis en Allemagne, je suis en France. Puis les gens me parlent du gros chien, Joséphine Bacon. Mais c'est peut-être parce que je suis sympathique. Entre autres, parce que tu es sympathique. Toi, Isabelle, je veux dire, tu sais, Wapke, c'était pas ton premier texte parce que tu avais déjà fait une nouvelle dans un collectif chez Septentrion. Septentrion, je pensais à Histoire dans ma tête. Tu as publié Niche, qui est un roman jeunesse pour ados, qui est en nomination pour 2 prix. Littéraire, c'est pas pire manière de commencer, parce que ça m'en a pris quand même pas mal 8 avant d'avoir une nomination. Puis, tu as d'autres projets. Comment tu le vois maintenant? Puis, en quoi la littérature, pour toi, c'est quelque chose, je sais pas, qui te permet de voir comment tu pourrais agir dans le... Bien, la littérature, pour moi, c'est un moyen de rencontre. C'est un moyen d'aller à la rencontre avec les Allochtones. C'est un moyen d'aller à notre rencontre entre nous aussi, à quelque part à travers ça. Je le disais tout à l'heure. Puis tant que je vais ressentir ce besoin-là d'aller à la rencontre puis d'avoir peut-être des choses à raconter, c'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent au niveau autochtone. Il y a encore tellement de choses à raconter de tellement de manières différentes. Bien, je me dis que je vais le continuer. Donc là, je fais Niche 2, donc le second. Puis j'ai une idée en tête pour un roman adulte aussi. Alors, c'est vraiment par la littérature aussi. C'est pas nécessairement par les cours universitaires qu'on peut expliquer plein d'affaires. C'est une façon plus soft de le faire puis qui va directement à l'âme. Et puis moi, j'ai besoin de m'exprimer de cette façon-là avec les gens. Donc, Isabelle Picard, une auteure qu'on a connue puis qu'on va apprendre à lire davantage, je comprends bien, dans le futur. On s'en réjouit. JD, toi? Bien, là, je travaille sur un prochain roman. J'aime ça faire des romans parce que après, le projet il est terminé. Tu as comme une preuve de tout ce dont tu as imaginé amener à quelque chose. Tu n'es pas juste tout seul chez toi assis sur ton divan à être dans les vapes. Là. Donc, j'aime bien le produit littéraire que ça donne. Donc, je travaille là-dessus en ce moment. Voilà. Merci à Isabelle, merci Julie. Merci beaucoup, Joséphine. Merci.